Bonsoir. C'est une source de stress inutile, le bruit. Il fait souffrir une personne sur 7 en Suisse. À bon entendeur, la mesurer chez vous en posant un sonomètre professionnel sur des fenêtres et des balcons. En faisant aussi mesurer par un laboratoire le vrai bruit d'une moto. Et tout cela pose la question centrale des normes, celles qui fixent des valeurs limites en décibels. Trop laxiste, dépasser ces normes? On posera la question ce soir à la suite de témoignages édifiants. Elles font du bruit et polluent aussi les voitures, mais les moins polluantes peuvent bénéficier de rabais sur la taxe automobile dans certains cantons. Un rabais qui a filé sous le nez d'un téléspectateur d'À bon entendeur, plutôt fâché et à raison. Vous l'entendrez tout à l'heure. C'est la circulation routière qui est la principale source de bruit en Suisse. Alors bien sûr, vous me direz, la terrasse de bistrot sous mes fenêtres, c'est pas marrant non plus. L'aéroport à 2 jets de pierre, c'est plus que pénible. Tout ça, c'est vrai, mais le trafic de nuit comme de jour est le plus problématique en termes de bruit. Vous avez été nombreux à répondre à mon appel lancé il y a quelques semaines. À bon entendeur viendra chez vous le mesurer, ce bruit. C'est chose faite. Pour commencer, 2 situations très différentes. Dans la première, le bruit est jugé infernal. Aubonne est un joli village médiéval classé, niché au pied du Jura. C'est dans ce bout de campagne vaudoise que Sissi Muller a décidé de passer une retraite paisible. Voilà 6 ans qu'elle habite au centre du bourg, tout près de son fils et de ses petits-enfants. Dès les premiers rayons du soleil, avec son mari Reinhard, elle profite souvent de son balcon fleuri. Cette image romantique, nous avons choisi de vous la montrer sans bruit. Parce que lorsque l'on rajoute l'environnement sonore, la réalité devient nettement moins paradisiaque. Là, c'est une journée quasiment tranquille, mais normalement, c'est infernal. Il y a les camions, les gros camions, il y a les paysans qui passent avec leurs tracteurs, il y a le militaire qui passe avec ses jeeps. En été, c'est les motos à 20. Ouais, il y a beaucoup de bruit. Quel est le bruit qui est le plus pénible pour vous? Le plus pénible? Bon, les tracteurs, les gros tracteurs et les motos. Les camions, évidemment, ouais. Tous les jours ouvrables, c'est le même scénario. Entre 180 et 200 camions vont s'approvisionner dans une carrière de l'arrière-pays, juste derrière Aubonne. Comme les poids lourds sont taxés au kilomètre, ils empruntent le chemin le plus court et le plus rentable. Je comprends que les camions qui doivent livrer quelque chose au magasin passent par le village, ça c'est clair. Mais il y a des camions qui ont vraiment rien à faire ici, qui transportent la terre et tout ça. Hein. Alors ça je comprends pas. Une étude mandatée par la municipalité d'Aubonne a recensé en 2016 7000 véhicules jour. En 2040, si rien n'est fait pour contourner le village, ce serait 10 000 véhicules jour qui traverseraient le bourg. C'est dommage pour le village, c'est dommage pour les enfants, c'est... Ouais, je trouve que c'est un grand problème quand même. C'est une qualité de vie qui diminue avec ce bruit. En Suisse, les normes sont strictes en matière de bruit. Elles sont définies par l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit, l'OPB, entrée en vigueur en 1986 et réadaptée par le Conseil fédéral en 2018. Cette ordonnance définit des valeurs limites d'exposition au bruit selon des degrés de sensibilité. À Aubonne, chez les Muller, cette valeur limite est de 65 décibels pour le jour et 55 décibels pour la nuit. Pour comparaison, le bruit mesuré dans un coin de campagne paisible s'élève à 30 décibels. Un lave-vaisselle en fonction émet une sonorité de 50 décibels. Un aspirateur en action atteint 70 décibels. Une fusée qui décolle est mesurée à 170 décibels. Et passé 198 décibels, on atteint le seuil mortel. Le bruit est assez puissant pour tuer quelqu'un, alors ne croisez pas dans l'eau la crevette Tiger Pistol, parce que le claquement de sa pince atteint le seuil critique de 200 décibels. Nous avons décidé de vérifier si la norme est respectée à Aubonne. Nous avons posé sur le balcon des Muller durant 24 heures un sonomètre professionnel, un appareil de mesure de décibels.
Et avant même de découvrir les résultats du test, Sissi est convaincue que les valeurs seront largement supérieures à la norme. Ah oui, absolument. Absolument, oui. Ça, vous êtes certaine alors? Ah oui. Et en plus, c'est un petit village qui n'était pas fait pour ça, pour ce trafic, c'est clair. Notre résultat, pris sur 24 heures, donne une bonne indication de la réalité. Mais pour que les mesures soient prises en compte par l'OPB, elles doivent se faire sur une semaine complète. Oui, mais c'est 64 heures et 66. 56 pour la nuit. Ouais. Ouais. Donc ça veut dire en fait que vous êtes en dessous de la... Oui, mais vous avez... Bon, c'est pas votre faute, mais c'était pas une bonne journée. Hein. C'était pas... Parce qu'il y a des jours, je vous assure, c'était pas des bonnes journées. Pour Philippe Martin, l'auteur des mesures, notre résultat de 64 décibels n'est pas surprenant. Le bruit des camions et du trafic est compensé par un environnement général assez calme. Il faut bien comprendre que ces valeurs limites d'exposition ont été déterminées en tenant compte de seuils qui sont considérés comme déjà considérablement dérangeants. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ces valeurs limites d'exposition sont respectées qu'il n'y a pas de gêne. Des projets d'évitement du Vieux-Bourg d'Aubonne remplissent les tiroirs de la commune et du canton depuis 1990. Les derniers en date, un tunnel et une route de contournement. Mais ce n'est aujourd'hui clairement pas la priorité des autorités vaudoises. Alors, en attendant un financement miracle, Sissi a trouvé une autre manière d'échapper au bruit. Je sors souvent, qu'en hiver, on a presque toujours fermé les fenêtres. Et quand j'ai quand même les fenêtres ouvertes, que je suis dehors, ma foi, j'essaye d'oublier le bruit et de me concentrer sur mon livre. Ouais. Changement de canton et d'univers. De la relative campagne, on passe à la ville. Notre deuxième témoin habite en Valais, au centre de Sierre. Nicolas Fontaine est un jeune entrepreneur plein de fougue et d'énergie. Il partage les lieux depuis 7 ans avec plusieurs colocataires. Sa maison est encerclée par de multiples sources de bruit. Il y a une route, il y a un train, il y a un clocher, il y a une patinoire qui peut accueillir 4500 personnes à côté. Donc il a plusieurs effets du bruit qui peuvent toucher les habitants. Mais la principale nuisance sonore, c'est bien le train. Ici, les voies ferrées se trouvent à quelques mètres de la maison. Une voie sur laquelle circulent des trains de voyageurs ainsi que jour et nuit des trains de marchandises. Quand on est sur le balcon ou que les portes sont ouvertes, on l'entend et puis oui, on y fait attention. Après, je pense qu'il y a deux types de transport ferroviaire. Le transport public, on va dire, pour tout le monde, et puis le transport de marchandises. Et on a un effet de freinage, un bruit de freinage qui est totalement différent d'un train à l'autre. Et le pire, c'est le train de marchandises alors. Plus c'est lourd, plus ça fait de bruit quand ça freine. Ça fait une chier de bruit. Là, c'est pas 12 secondes où on arrête de parler, mais ça fait une vingtaine, surtout que c'est des trains très longs. Le bruit ambiant n'est pas le même lorsque plusieurs personnes partagent le même toit. Cette colocation en est l'exemple parfait. La musique de fond fait partie de la vie de la maison, tout comme les apéros. Ici, on ne lutte pas contre le bruit, on a choisi de vivre avec. Alors on va dire que la musique couvre beaucoup, le fait d'être tolérant, peut-être d'en discuter, on a des moments drôles aussi, de dire ouais mince, cette nuit je me suis réveillé, j'ai entendu tel ou tel bruit. L'aspect négatif, au final, de le partager avec tes colocs et puis de se dire bon ben voilà, c'est comme ça, il y a d'autres choses. Ça lutte aussi beaucoup en fait sur cet aspect négatif parce que le fait d'échanger là-dessus, ben, tu le prends d'une manière un peu plus légère, je vais dire. Nous avons aussi testé les valeurs de bruit à Sierre en posant un sonomètre durant 24 heures. La valeur limite d'émission est également fixée à 65 décibels pour le jour et 55 décibels pour la nuit. 62 dB, qui est la limite à 65. Absolument. Et on est en nuit à 54.
pour 55 de limite. Donc on est pile dans les normes. On est pile dans les normes alors qu'on est vachement exposé. Bon, tout dépend aussi de la longueur du test, si on veut bien. Mais c'est intéressant d'avoir un résultat au final qui est dans les normes. Ça vous surprend? Ça me surprend, mais en même temps ça me surprend pas parce que si on se retrouve dans une nuit où il y a des travaux, comme on pourrait parler que les CFF font des rénovations de lignes, ils améliorent, ou qu'on a un match par exemple, on sortira sûrement de ces dB-là. S'adapter à ces pics de bruit, il est assez fataliste finalement, Nicolas Fontaine. Bonsoir François Egère. Bonsoir. Vous avez réalisé ces reportages avec Dominique Gabrielli en collaboration avec nos collègues de la radio de On en parle. Le plus gênant dans le cas de la ville de Sierre, ce sont les bruits des trains. Est-ce que les CFF sont conscients du problème? Alors absolument, les CFF ont pris conscience du problème il y a environ 20 ans, tout comme d'ailleurs la Confédération. Le Parlement a accepté de financer un programme de mesures d'assainissement du bruit au début des années 2000 à hauteur de près de 2 milliards de francs. Ce programme a permis d'assainir la majorité du matériel roulant des CFF et puis aussi d'installer des parois et des fenêtres anti-bruit aux axes à fort trafic. Et puis en 2013, il y a eu un deuxième programme pour réduire le bruit, celui-ci axé sur les wagons de transport de marchandises, les wagons les plus bruyants en Suisse. Et la principale mesure de ce programme a été de fixer en fait une valeur limite d'émissions de bruit pour les wagons en Suisse, mais aussi pour les wagons étrangers qui traversent notre territoire. D'accord, c'est très bien, mais on voit qu'il y a encore du boulot parce Absolument. que chez Nicolas Fontaine, vous l'avez vu, il y a des pics de bruit à 70 décibels. Il arrive que ça perturbe le sommeil des colocataires, mais ce n'est pas suffisant quand même pour déclarer cette zone hors norme par rapport aux valeurs limites que fixe l'ordonnance sur la protection contre le bruit. Il aurait fallu laisser ces appareils de mesure toute une semaine sur la fenêtre de Nicolas ou de Sissi, ce qui était financièrement hors des moyens d'un bon entendeur. François, eh bien, pourquoi est-ce que la valeur limite est fixée à 65 décibels jour chez Nicolas ou chez Sissi, ce qui équivaut pratiquement au bruit d'un aspirateur constant? C'est terrible. Pourquoi 65 ici et pas ailleurs, par exemple? On l'a vu, on a bien compris avec nos différents témoins qu'on a rencontrés. Cette valeur limite, c'est un seuil en fait, fixé par l'ordonnance sur la protection contre le bruit, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a ni bruit ni gêne importante, ce qui veut simplement dire qu'au-delà de ces 65 décibels, les nuisances deviennent dangereuses pour la santé. Mais il y a une réglementation, et toute réglementation demande et impose une limite, et cette limite en Suisse varie entre 55 décibels et 65 décibels, selon en fait ce qu'on appelle les degrés de sensibilité. D'accord. Et de nuit à Aubonne, ça frisait les 56 décibels. Là, c'est hors norme ou pas? Alors, à la base, 56 décibels, c'est hors norme à Aubonne, puisque c'était 55 décibels. Mais il y a une petite subtilité, c'est qu'en fait, dans notre enregistrement, nous avons eu un joli clocher qui a sonné pendant près de 10 minutes, aux alentours de 22 heures. Et puis, en fait, le clocher est considéré comme les coqs ou les cloches de vache, comme en fait un bruit du quotidien. Et ces bruits du quotidien n'ont pas de valeur limite. Donc en fait, ces bruits doivent être traités séparément. Et donc quand on l'a enlevé de nos mesures, on est retombé en dessous des 55 décibels. Donc on était dans les normes. Merci François, comme si ça ne comptait pas. Alors, est-ce que la réglementation suisse protège mal les citoyens du bruit? On en parlera avec mon invité dans quelques minutes. Le temps de découvrir un troisième exemple, une situation où l'étau du bruit est très très serré. Pour notre dernière mesure, nous nous rendons au cœur de Lausanne. Gérard Aubry habite le quartier de Sévelin depuis 12 ans. Il a fait le choix du centre-ville après son accident de circulation qui a fortement réduit sa mobilité. Entre la route à 6 voies, le train, le métro M1, l'entreprise de récupération de ferraille et de métaux gouttes et les avions de la Blécherette, Gérard Aubry cumule presque toutes les sources de bruit possibles. Non, on ne peut pas faire pire. Je suis venu dans l'endroit, je pense où il y a tout. Et j'ai pris le max. J'ai pris l'option maximum. Dans cet environnement de bruit permanent, le son le plus agaçant provient indiscutablement de la route. Alors la chose la plus insupportable, c'est les gens qui se sentent obligés, avec des gros cylindrées de voiture ou de moto, des choses comme ça, de mettre des gaz à 3 ou 4 reprises au stop en arrivant et en partant. Alors je pense que là, le bruit est insupportable, parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit. Et bon, c'est sur une fraction de seconde. Mais je pense que ce qui m'insupporte le plus, c'est la psychologie ou la philosophie débile du mec qui
qui conduit cette voiture. Rentrez! Pour dévoiler les résultats de nos mesures, nous avons demandé à Philippe Martin, l'auteur des tests, de se rendre au domicile de Gérard Aubry. Bonjour Monsieur Aubry. Ça va? Bien et vous? Vous arrivez avec les résultats? Absolument. Super. Attendez. Voilà, donc on a fait ces mesures de 24 heures chez vous. Donc pour rappel, on s'est mis au niveau de la fenêtre, donc comme la norme le demande. On a fait donc ces mesures sur 24 heures, ça nous donne déjà un aperçu qui est assez fiable. Et puis la nouvelle qui va peut-être vous surprendre, c'est que les normes sont respectées. Ah, c'est parfait. Donc ça peut être pris comme une belle nouvelle, ça peut être pris comme une nouvelle un petit peu étonnante. À notre grande surprise, les mesures effectuées à Lausanne sont même les plus basses des 3 endroits testés. La valeur limite pour Sévelin était aussi de 65 décibels le jour et 55 décibels la nuit. La moyenne mesurée atteint 60 décibels le jour et 54 décibels la nuit. Je n'aurais jamais pensé que ça soit dans les normes. Mais est-ce que les normes sont pas fixées un peu trop basses? C'est la question que je pourrais me poser parce que il est vrai qu'avec tout ce qu'il y a comme trafic, tout ce qu'il y a qui se passe par là. Je reviens sur le terme de considérablement bruyant, quoi. Cette norme a été fixée dans le but de respecter la santé de la population. Et donc, en ce sens, la norme est effectivement respectée. Après, on peut toujours discuter d'un seuil, d'une norme. C'est quelque chose qui a été fixé, en l'occurrence en 1985. Possible que ces niveaux pourraient être revus actuellement, mais quelque part, ce n'est pas à nous de nous prononcer là-dessus. Même si les normes sont donc respectées, les nuisances sonores sont bel et bien importantes, pour ne pas dire dérangeantes. Elles ont de vraies répercussions sur le quotidien de Gérard Aubry. C'est vrai que des fois, je regarde la télévision, j'écoute la radio, et là, il faut fermer la fenêtre parce que, justement, c'est pas possible. Bon, après, ça dépend des heures aussi. Et puis, effectivement, là, on a les fenêtres fermées, c'est parfait, c'est très bien sonorisé, il n'y a pas de souci. Mais les fenêtres ouvertes, c'est un petit peu différent. Comme toutes les personnes que nous avons rencontrées, Gérard Aubry dit s'être habitué au bruit avec les années. J'ai pris ces bruits un peu comme repère. Par exemple, 5h, 5h05, c'est le métro. Goutte, c'est 7h. Et j'ai un peu ces trucs-là, et comme ça, je m'en suis servi. Au fond, je les ai pris, je m'en suis servi. Dans les 3 endroits considérés comme particulièrement bruyants, où nous avons installé notre sonomètre, les mesures étaient en dessous de la valeur limite. Alors est-ce donc compliqué, voire impossible de dépasser les normes ? C'est pas compliqué, il suffit qu'il y ait un bruit continu qui soit plus élevé que ce seuil pour que la norme soit dépassée. Simplement, c'est rarement le cas. Dans la plupart des cas, on va avoir une alternance de bruit relativement faible et de bruit plus élevé. Selon l'Office fédéral de l'environnement, ce sont plus d'1 million de personnes en Suisse qui sont exposées à des nuisances sonores supérieures à la valeur limite fixée par la loi. Quand on voit avec nos 3 témoins que les gens souffrent, mais les mesures ne dépassent pas la norme, on se demande sérieusement si ces valeurs limites ne sont pas trop hautes. Bonsoir Sophie Heune. Bonsoir. Vous êtes chef de la section bruit routier à l'Office fédéral de l'environnement. Vous êtes en duplex de Berne. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Alors, est-ce que ces valeurs limites tiennent vraiment compte de la réelle souffrance des gens qu'on a vus et entendus ? Alors oui, à l'époque, lorsque ces valeurs limites ont été définies, elles se basaient justement sur la gêne ressentie des personnes, en particulier pour le bruit routier. Et puis, on n'avait par contre à l'époque pas de recul sur l'effet direct du bruit sur la santé. Et maintenant, avec une vingtaine ou une trentaine d'années, on a des études épidémiologiques qui sont sorties, c'est-à-dire l'étude de l'effet du bruit sur la santé, dans quelle mesure cela dégrade la santé des gens. Et à la fin de cette année, on devrait avoir les résultats pour savoir si
Ces études épidémiologiques confirment l'idée de la gêne et confirment cette idée que si on met une limite par rapport à la gêne, on protège suffisamment la santé des personnes. Mais on voit quand on lit les recommandations de l'OMS que les valeurs limites fixées par la Confédération sont supérieures aux valeurs demandées par l'OMS. Par exemple, l'OMS dit qu'il faut réduire les niveaux sonores produits par le trafic routier à moins de 53 décibels. Comment expliquez-vous que les valeurs limites fixées par la Confédération pour le jour et pour la nuit sont supérieures aux recommandations fixées par l'OMS? Ce sont des recommandations pour une protection presque absolue. On est bien conscient qu'on vit dans un pays relativement dense, avec beaucoup de véhicules. Le nombre de véhicules a doublé depuis les années 80 à peu près en Suisse. Donc on a une quantité de bruit qui est quasiment inévitable. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il est temps maintenant d'intégrer ces données épidémiologiques, donc les effets directs sur la santé, et réfléchir aux conséquences et voir s'il est nécessaire d'adapter ces valeurs limites. Bon, on peut espérer qu'on reverra ces valeurs limites, parce que quand on sait, ça c'est le deuxième point, qu'il y a 1,1 million de personnes d'habitants en Suisse qui sont exposées à des bruits qui sont supérieurs aux valeurs limites, aussi mauvaises soient-elles actuellement. C'est trop, vous admettrez que c'est trop. Alors je ne dirais pas que les valeurs limites sont mauvaises. Je dirais qu'on a eu une évolution de la société qui est très forte au niveau de la mobilité, du trafic et de la densification au niveau de l'habitat. Donc tout ça engendre en fait une augmentation des situations de conflit et une augmentation du bruit routier par définition. Et puis ce qu'on doit faire maintenant, c'est lutter de plus en plus contre le bruit à la source et puis faire en sorte que les personnes soient protégées et que les décibels diminuent en réduisant le bruit simplement déjà du roulement de la voiture sur la chaussée, soit par des revêtements silencieux qui sont une excellente technologie, soit par des réductions de vitesse, voire par son comportement personnel qui permet aussi de réduire le bruit des moteurs vrombissants, etc. D'accord, plusieurs mesures, on en parlera de certaines d'ailleurs tout à l'heure. Merci beaucoup pour vos explications. Puis sachez que depuis 2016, les normes de tolérance qui concernent les deux roues ont changé. Elles auraient été durcies. On avait les doutes, on l'a vérifié. S'il y a un bruit qui agace plus d'un Suisse, c'est bien celui d'une moto. Mais ce vrombissement, qu'on l'adore ou qu'on le déteste, doit respecter les normes de bruit en vigueur dans notre pays. Nous avons décidé de tester les émissions sonores des deux modèles les plus vendus en 125 cm3 et en 1250 cm3. Il s'agit pour la petite cylindrée du scooter Piaggio V-Prima et pour la grosse cylindrée de la BMW R1250 GS. Pour cela, nous nous sommes rendus sur les Hauts-de-Bienne, sur la piste d'essai du Dynamic Test Center SA, un centre de coordination habilité à tester, certifier et homologuer les véhicules en Suisse. La météo du jour nous a contraints à ne faire que des images d'illustration. Les tests ont été réalisés un jour où la piste était sèche et les conditions météorologiques respectaient la norme. Pour mesurer précisément le bruit, 2 micros sont installés à des endroits précis de la piste. Les motos, elles, sont équipées de plusieurs appareils embarqués. On a un appareil qui va nous envoyer les valeurs en réel directement à notre système qui est stationnaire sur la piste. Ici dessus, on trouve aussi un système GPS qui va prendre la vitesse en réel ainsi que le positionnement du véhicule. On va prendre aussi les valeurs du régime moteur de la moto ainsi qu'un capteur qui va détecter si on a donné plein gaz correctement ou pas. Depuis mars 2016, les limites de bruit de circulation tolérées en Suisse ont changé. Les deux roues motorisées sont soumises à de nouvelles directives européennes sur les émissions de bruit et de gaz d'échappement, appelées normes Euro 4. Plusieurs changements importants découlent de ces nouvelles dispositions. La méthode de mesure et de calcul a totalement changé. Avant, la méthode de mesure, on la mesurait en deuxième et troisième vitesse avec une vitesse stabilisée, tandis que maintenant, c'est une accélération qui est recherchée et une accélération qui doit être définie pour pouvoir mener à bien les mesures. La valeur limite est calculée non plus par rapport à la cylindrée, mais sur le rapport poids-puissance. Les valeurs limites ont été diminuées pour toutes les classes de 2 à 3 décibels et les systèmes de clapets de pot d'échappement sont davantage réglementés. Après les nombreux tests et mesures effectués, le Piaggio V-Prima a été jugé conforme à la norme Euro 4. Il obtient un résultat moyen de 72,5 décibels pour une valeur limite fixée à 74 décibels. Les mêmes mesures ont été effectuées avec la BMW et pareil, la moto a été jugée conforme à la norme Euro 4. Elle obtient un résultat moyen de 72,9 décibels
pour une valeur limite fixée à 77 décibels. Cette nouvelle norme Euro 4 est jugée plus stricte et restrictive en matière de bruit que l'ancienne norme. Nous avons donc décidé de faire la comparaison et de soumettre la BMW au test selon l'ancienne législation. Et la surprise, avec les anciennes mesures, la moto est jugée non conforme. Sa valeur maximale arrondie atteint 86,5 décibels, alors que la valeur limite de l'ancienne norme est de 80 décibels. Pour notre moto, le résultat montre que malgré une valeur limite plus basse de 3 décibels, la méthode de mesure et de calcul de la nouvelle norme permet des émissions sonores plus élevées qu'avant. On peut donc légitimement s'interroger sur le terme plus restrictif de cette nouvelle norme. Pour moi, quand il y a une nouvelle norme qui entre en vigueur, c'est clair qu'elle doit être plus restrictive parce que plus on va de l'avant, plus les véhicules, les motocycles doivent faire moins de bruit. Mais c'est clair que là, par rapport à notre expérience, on voit dans certains cas que le niveau sonore est quand même plus bas. Cette moto a été testée sous des conditions que nous n'avons pas jugées proches d'une conduite de tous les jours. Nous avons donc voulu savoir quel bruit faisait cette BMW dans des situations de conduite à nos yeux plus réalistes. Comme par exemple une accélération de 50 à 80 km/h. Et là, la valeur maximale de bruit a atteint 90 décibels. Nous avons aussi mesuré une accélération de 0 à 60 km/h. Et là, la valeur maximale de bruit a atteint 93 décibels. Conclusion, la réglementation concernant le bruit émis par les motos aujourd'hui serait plus sévère que la précédente. En fait, pas du tout. Le résultat de notre démonstration rejoint un test du même genre, effectué il y a quelques mois par le magazine alémanique Der Beobachter. Même si du côté de l'Office fédéral des routes, on nous dit qu'on ne peut pas faire de comparaison et que les motos modernes sont devenues plus silencieuses. Sauf que ces nouvelles limites de bruit et les méthodes de mesure extrêmement compliquées ne tiennent pas compte d'une conduite réelle avec des accélérations après un stop ou un feu rouge. Et je ne parle même pas d'une conduite sportive ou pire, des modifications sur la moto. Alors, qui a concocté ces valeurs limites pour le bruit des motos? Pas l'Office fédéral de l'environnement, non, accrochez-vous, c'est le groupe de travail sur la protection contre le bruit de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe. Recherche faite par le Beobachter dans ce groupe d'une septantaine d'experts. On y trouve, tiens, une large représentation de l'industrie des voitures et des motos. Et sur le terrain, que fait la police? Eh bien, dans le canton de Vaud, par exemple, la chasse au bruit a débouché l'an passé sur 102 dénonciations de voitures, 89 pour des deux roues trop bruyantes. Pourquoi? Je vous propose d'écouter les explications de l'adjudant Grandjean, une séquence en bonus sur notre site internet. Information, répression, c'est une chose. On peut aussi s'attaquer au bruit à la source. Nous sommes en campagne genevoise, à Bellevue. Un quartier réputé d'ordinaire assez calme. Ce ne sera pas le cas pour les prochaines heures. Une petite dizaine de personnes est en train de poser un revêtement phono-absorbant. Sous la direction de cette femme, Clémence Ducrot, 5 ans qu'elle gère des chantiers de pose de revêtements phono-absorbants. Ça se fait régulièrement pour le canton de Genève. C'est vraiment ce genre de client qui demande ce revêtement, puisqu'on peut le poser que sur des routes à fort trafic, au-delà de 40-50 km/h. Donc pour vraiment assainir le bruit. Donc on ne fait pas ça non plus tous les jours, mais sur les périodes entre mai et septembre, sur les campagnes de reprofilage mandatées par le canton de Genève. Pour protéger les citoyens des bruits de circulation, la loi fédérale sur la protection de l'environnement exige que les routes existantes qui ne respectent pas les valeurs limites de bruit soient assainies. Cette obligation revient aux cantons et aux communes pour les routes cantonales et communales. Le délai a été prolongé plusieurs fois. Les autorités compétentes avaient jusqu'au 31 mars 2018 pour le faire. Depuis qu'on a démarré pour le canton de Genève, on ne va pas tarder à revenir sur les routes qu'on a déjà assainies. Puisqu'on est à plus d'une dizaine d'années depuis le démarrage du phono-absorbant. On a fait déjà une grande partie du canton. C'est le canton qui nous mandate chaque année, qui met ça dans son appel d'offres, le nombre de routes à assainir. C'est eux qui peuvent déterminer le nombre de routes qui restent. Genève fait partie des excellents élèves en matière d'assainissement des routes, ce qui n'est pas le cas d'autres cantons romans ou suisses allemands. Son réseau compte 130 km de routes cantonales à assainir. Au 31 décembre 2018, 112 km bénéficiaient d'un revêtement phono-absorbant.
Il reste donc à Genève seulement 18 km de route cantonale à reprofiler. En comparaison, le canton de Vaud compte 400 km de route cantonale à assainir. Seuls 60 km ont déjà été retravaillés pour répondre aux nouvelles normes légales en matière de bruit, soit environ 15% du réseau. C'est une des meilleures façons de réduire le bruit routier. Après, il y a d'autres moyens qui sont plus coûteux et plus invasifs dans l'environnement routier pour avoir des gains équivalents. Comme par exemple? Comme par exemple des triples vitrages, des parois anti-bruit, voilà, toutes des choses qui sont finalement pas à la source mais qui sont plutôt vers l'usager. La pose d'enrobés phono-absorbants fait partie des mesures privilégiées pour lutter contre le bruit routier, puisqu'il assainit le bruit à la source. Donc on va créer un réseau de vide à l'intérieur de la couche de roulement qui va permettre de capter au maximum le bruit à son origine, donc c'est-à-dire le passage de la voiture sur la chaussée. Les bruits de roulement proviennent principalement de la vibration créée par le contact pneu-chaussée, ainsi que par l'aspiration et le rejet d'air lors de l'écrasement du pneu sur la chaussée. L'efficacité acoustique d'une chaussée dépend principalement de la texture et du nombre de réseaux de cavités du revêtement routier. Plus la texture de la surface est fine, plus le revêtement est silencieux, plus les cavités sont nombreuses et connectées, plus le pourcentage de vide est élevé et plus ce vide peut contenir les effets sonores. Pour atteindre cette finesse de surface tout en offrant un réseau de vide à l'intérieur, l'enrobé se doit d'être un mélange d'agrégats, de filaires et de bitume chauffé à la fabrication. Et même après plusieurs années de pose de ce revêtement, Clémence Ducrot s'émerveille encore de ce mélange miracle. Je dirais même la beauté de ce revêtement, étant donné qu'il est très fin, puisque le plus gros granulat est à 4 mm. Il est brillant, il est petit, il est vraiment magnifique, mais d'où sa qualité phono-absorbante. Mais cette solution innovante a aussi ses désavantages. Le revêtement est plus cher à la pose et à la fabrication, il est aussi plus fragile. On est plus fragile parce que forcément on est dans des grains qui sont plus fins, donc plus petits, donc plus fragiles à l'usure des pneus. Et effectivement, après, le fait d'avoir une grande proportion de vide, on va avoir un contact grain entre grains qui est plus faible. Et donc c'est pour ça qu'on cherche d'avoir des petits grains pour maximiser cette surface de contact. En revanche, ces performances phoniques ne sont plus approuvées. Alors on a pour les gains phoniques, il y a forcément des normes qui vont régir tout ça, mais on est de l'ordre, on va dire, raisonnablement entre 6 et 9 décibels. Voilà, qu'on arrive à gagner par rapport à un revêtement plutôt classique. Donc c'est énorme. C'est énorme, ça s'entend à l'oreille et ça représente des gros gains virtuels de trafic routier. 6 à 9 décibels de moins grâce à ces nouveaux revêtements, nous avons voulu vérifier ces promesses phoniques. Nous nous sommes rendus à l'entrée de Genève, où chaque matin des centaines de voitures s'engouffrent en ville, provoquant régulièrement des bouchons, mais aussi une importante pollution sonore. Ici se côtoient des anciens revêtements et un enrobé phono-absorbant. Le résultat à l'oreille est tout simplement spectaculaire. Le phono-absorbant, c'est une des mesures privilégiées pour limiter le bruit du trafic à la source. Une autre mesure, c'est la réduction de la vitesse, les zones 30 par exemple. Encore que l'aménagement de la zone doivent être fait de telle sorte qu'il y ait le moins d'obstacles possible pour limiter les freinages ou les accélérations. Mais toujours est-il que les cantons et les communes avaient jusqu'en mars 2018 pour se mettre en conformité avec l'ordonnance sur la protection contre le bruit. Les cantons romans sont meilleurs élèves que les alémaniques, mais il y a encore du pain sur la planche pour tout le monde. Et pourtant, le bruit est un problème depuis longtemps. Malik Melli a remonté le temps jusqu'en 1963, des archives à se casser les oreilles. On ne va pas se mentir, en 1963, la pétarade de certaines motos torturait déjà les tympans des citadins. Stop au bruit. L'ordre est formel. L'année précédente, voici l'une des toutes premières campagnes contre le bruit. L'homme s'est trouvé un ennemi, le bruit. Et pourtant, si l'on veut, c'est si simple. Pour sensibiliser au problème, un artiste fribourgeois a même inventé le bar à bruit.
cauchemar sonore garanti. Notre vie quotidienne est envahie par le bruit d'une manière désordonnée, incontrôlée. Bruit familier, bruit de fond, bruit désagréable, bruit insupportable. Serge Jean-Bert Chigre, qu'est-ce qu'une brigade anti-bruit? Une brigade anti-bruit est une formation de quelques agents de la police de Lausanne. En 1965, même les Pandores lausannois et leurs appareils de mesure sont mobilisés contre le bruit. Car il est partout, le bruit. Dans la circulation. Dans les ateliers, c'est un vacarme infernal. Et près des aéroports, n'en parlons pas. L'avion, composante indispensable de la vie moderne. Pour le personnel des aéroports et les habitants du voisinage, nuisance quotidienne. Même pendant les vacances, le bruit ne vous lâche pas. Le bruit, ça vous gêne pas? Non, parce que quand on s'est dépassé la journée à se baigner, vous savez, le soir, ma foi. Et lorsqu'on habite dans un de ces nouveaux immeubles en banlieue, pas moyen d'être tranquille. À côté de nous, on a des voisins. Heureusement, on s'entend très bien avec eux. C'est une chance, mais entre nos deux chambres à coucher, il y a une paroi, 3 ou 4 cm en carton et en plâtre. Le voisin ronflait et ma femme m'a demandé de déplacer le lit de façon à ne pas entendre les ronflements. Ça l'empêchait de dormir. Dans les années 70, le phénomène s'aggrave. La société moderne se découvre terriblement bruyante, jusqu'à l'overdose. En 1972, ces images impressionnantes d'un préau d'école. À la récréation, les gosses doivent porter des casques. Le bruit est si puissant qu'il recouvre tout. Ce sont les lapins qui ont été tournés. Depuis si longtemps. 1989, juste à côté de l'aéroport de Sion. Vous habitez là depuis combien de temps? Depuis 57, 58. Et avant les avions, il y en avait aussi? Il y en avait, mais on n'avait pas des écoles sans discontinuer. Est-ce que les gens du quartier se plaignent? Pardon? Est-ce que les gens du quartier se plaignent? Ah oui, les gens rouspètent. Tu veux une saucisse, Mickey? 12 ans plus tard, à Cointrin. À l'heure du repas, c'est un décollage toutes les 3 minutes. Pendant quelque temps, les aéroports ont été immobilisés, soit par la neige, le verglas, ou alors... Dans les rues, dans les maisons, dans les bureaux, le bruit s'insinue partout, jusqu'à aujourd'hui. Ces images datent de mai 2019. La sonnerie du téléphone, le clavier d'ordinateur, du blabla en permanence. Ces bruits vous agacent au quotidien. Bienvenue dans la vie en open space, en bon français, bureau paysager. Et quelque chose me dit qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, de ce satané boucan. Parlons de vous maintenant. Une voiture qui pollue peu, ça peut être avantageux pour votre porte-monnaie. Dans le canton de Vaud, par exemple, la taxe véhicule diminue de 75% sur les voitures qui produisent moins de 120 grammes de CO2 par kilomètre. Mais parfois, les promesses du vendeur et du catalogue ne correspondent pas à la réalité. Les explications de Dominique Vimin. Ludovic avait cette Skoda dans le collimateur depuis quelque temps. C'est le détail qui compte parfois dans l'achat d'une voiture neuve. Et c'est un détail qui a clairement orienté son choix. Je configure une voiture comme on peut faire sur leur site internet et avec la voiture idéale que j'aimerais, je vois que ça rejette 116 grammes de CO2, ce qui est parfait pour moi vu que c'est en dessous des 120 grammes. Donc vous décidez d'aller dans le garage, puis ça correspond à vos souhaits. Alors qu'est-ce qui se passe là? Donc je vais au garage, je contacte un vendeur.
Et lui, donc on regarde ensemble toute la reconfiguration de la voiture, voir si j'ai rien oublié comme option. Et un de ses arguments de vente, c'était en effet que la voiture rejetait moins de 120 grammes, donc que j'allais bénéficier de ce rabais et que c'était vraiment une bonne affaire de prendre cette voiture-là. Effectivement, le canton de Vaud a voulu inciter les consommateurs vaudois à acheter des véhicules peu ou moins polluants en octroyant un rabais de 75% de sa taxe, mais à partir d'une limite qu'il a fixée, qui est de moins de 120 grammes de CO2. Donc dès 119 grammes et moins, le véhicule paye plus qu'un quart de la taxe. Effectivement, c'est un rabais qui est très incitatif et depuis qu'il a été introduit il y a 4 ans, on est passé d'environ 35 000 véhicules dans le canton de Vaud à plus de 85 000 actuellement. Ludovic se dit alors qu'il va faire partie des dizaines de milliers d'heureux bénéficiaires de ce rabais de 75% sur la taxe de sa nouvelle voiture. L'argument de vente est imparable, sinon il n'aurait évidemment pas fait ce choix. Soit j'aurais choisi une motorisation plus basse ou j'aurais été voir d'autres modèles de d'autres marques de voitures. Pour ceux qui achètent un véhicule émettant moins de 120 grammes de CO2 par kilomètre, l'économie est bien réelle. Un peu plus de 400 francs par année, ce qui, sur 10 ans, peut faire plus de 4 000 francs d'économie. Le contrat est signé en juin, mais la livraison n'est prévue que 6 mois plus tard, en décembre. Après, je reçois la facture du service des autos. Et là, je vois que, au lieu d'avoir un rabais, je paye plein pot. C'est-à-dire, au lieu de payer une centaine de francs, je paye environ 500 francs. Et là, je m'interroge. Donc, je contacte le service des autos pour savoir pourquoi j'ai été taxé plein pot, vu que ma voiture est annoncée à moins de 120 grammes. Et après quelques coups de téléphone, on m'annonce que non, la voiture, elle est annoncée à 121 grammes de CO2. 121 grammes de CO2 par kilomètre, c'est la valeur donnée par le constructeur et non pas 116, comme indiqué dans le contrat initial. Le vendeur à mag, lui, ne se réfère qu'au chiffre catalogue du jour, soit une fourchette entre 119 et 124. C'est vrai que le système d'évaluation a changé entre-temps. AMAG nous explique, l'énoncé et la référence à l'allègement fiscal étaient exacts à l'époque et n'ont pas été faits en connaissance de cause. C'est un aveu ou une explication? En tout cas, AMAG s'est couvert en indiquant sur le contrat signé par Ludovic que les valeurs pouvaient être revues. J'ai contacté AMAG, donc le vendeur que j'ai eu chez Skoda. Il m'a dit qu'il allait se renseigner et 2 semaines après, il me rappelle en me disant « En effet, il y a eu des erreurs sur plein de modèles. Votre voiture est en effet en dessous des 120 grammes. On va vous envoyer la nouvelle immatriculation. Vous irez au service des autos, vous serez remboursé. Et les années d'après, vous payerez avec le rabais de 75%. » Est-ce que vous avez reçu une nouvelle immatriculation de la part de AMAG? Rien du tout. Après, j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois. Il ne répondait pas à mes appels. J'ai dû passer une fois au garage. Et il me disait « Non, on n'a toujours pas les informations. Ça va arriver, vous inquiétez pas. » Jusqu'au jour où... Ça dure combien de temps, ça? Ça dure de début janvier à fin avril. Et là, avec ma femme, on décide d'écrire une lettre directement au responsable de chez Skoda à Lausanne. Et dès le lendemain, il m'appelle pour m'annoncer que non, elle ne rejette pas moins de 120 grammes, mais bien en dessus de 120 grammes, et qu'elle serait à 124 grammes de CO2. Alors nous, on n'est pas en mesure de vérifier le montant de grammes de CO2 qui sont inscrits dans les réceptions parties respectivement dans les documents officiels. Ce n'est pas possible pour nous de les vérifier. Alors moi, je ne peux pas expliquer cette différence. Nous nous basons sur les documents officiels. Si on nous donne une norme à 121 grammes, on est hors de la marge de manœuvre qui permet d'octroyer le rabais. Pour moi, c'est inacceptable. Enfin, surtout qu'on m'ait menti en me disant qu'il s'était trompé, qu'en fait, tout va bien, que je vais recevoir une nouvelle immatriculation, alors que non, et qu'après, il ne répond plus à mes appels. Oui, j'ai l'impression d'être pris pour un idiot. Finalement, AMAG s'abrite derrière le fait que des changements étaient possibles et rejette la faute sur l'acheteur qui a oublié de lire son contrat jusqu'au bout. Malgré tout, AMAG a quand même fait un geste pour Ludovic.
Nous avons proposé au client à titre commercial et sans préjudice pour l'avenir de lui offrir la différence de taxe pour la première année, soit 413 francs 10. Moralité, des valeurs indiquées sur catalogue ne sont pas toujours des valeurs sûres. Et s'il y a un délai conséquent entre l'achat d'une voiture et sa livraison, vérifiez bien toutes les clauses sur le contrat. Le groupe AMAG Suisse s'abrite justement derrière une petite clause. Il refuse de reconnaître que son vendeur à Lausanne a fait une erreur, étant lui-même mal informé. Un manque de transparence regrettable, évidemment. Et même si AMAG a fait un geste commercial sur 1 an, Ludovic, lui, va devoir payer après la taxe plein pot pendant des années. Pourvu que je n'en ai jamais chez moi. Tout le monde se dit ça quand on parle de punaises de lit. Et pourtant, non seulement elles sévissent encore, mais en plus elles développent une résistance, ce qui implique la recherche de nouveaux traitements. C'est la raison pour laquelle, à bon entendeur, vous en parlera mardi prochain. Une attaque de punaises de lit, ça reste un cauchemar. Alors, comment s'en débarrasser? Qu'est-ce qui est efficace? Et qui paye les frais de désinfection si vous êtes locataire? Le flou serait-il en train de se dissiper? Une deuxième bonne raison pour faire le point avec des témoignages et des experts. À mardi. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne fin de soirée.